Bonjour à tous. Alors qu'est-ce qui rend un cadre heureux en 2018 ? Qu'est-ce qui vous donne la banane dans votre vie professionnelle et qui rejaillit sur votre vie perso ? Est-ce que c'est le salaire, l'utilité de votre job, la reconnaissance, les copains au boulot ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Eh bien l'Institut IFOP vous a posé la question et Cadre Emploi en a fait un baromètre. C'est la première édition qu'on va vous présenter aujourd'hui pour mieux comprendre votre météo mentale. Parce qu'on a vu dans ce baromètre que 8 cadres sur 10 se disent satisfaits de leur situation professionnelle, mais 1 sur 3 reconnaît quand même qu'il y a une baisse de motivation au travail. Alors parlons-en. Parlons de ce qui vous donne la banane ou pas. En plus de vos questions, vous connaissez le principe, nous sommes sur Facebook et Twitter, donc vous pouvez poser vos questions, on les prendra en direct. Eh bien, nous avons invité un manager et une slasheuse. Ça commence, une slasheuse, on va expliquer ce que c'est, pour échanger justement avec vous sur ce sentiment d'épanouissement. Voilà, alors 2 invités ont accepté d'échanger avec nous sur cette question qui est quand même une question très ouverte, on va le voir. Bonjour Marielle Barbe. Bonjour Sylvia. C'est vous la slasheuse. Je vais avoir du mal pendant ce live. Vous vous êtes auto-désignée slasheuse, mais vous l'avez explicité dans un livre très très intéressant qui s'appelle Profession slasher, pour le coup, aux éditions Marabout. Et vous, votre épanouissement, vous allez nous l'expliquer, vous avez fini par le trouver dans ce qu'on appelle la pluriactivité, le slashing. Vous êtes coach, consultante, conférencière et auteur, et vous aidez les gens qui ont envie de faire comme vous, en fait, à ne pas se sentir éparpillés. Vous allez nous parler de ça. Et j'ai envie de vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous a rendu heureuse ce matin ? Alors ce matin, je me suis réveillée très tôt, en pleine forme. Et donc j'ai eu le temps de faire une grande méditation. Et en entendant les petits oiseaux chanter, qui étaient en train de se réveiller aussi. Et ça m'a comblée de bonheur. Voilà, donc c'est une très belle illustration que le pro et le perso sont... Oui, et surtout, en fait, dans mes méditations, je pose les intentions, enfin, je revisite, enfin, je me projette dans la journée que je vais avoir, donc je me réjouissais à l'idée de venir ici partager ce moment avec vous, et je me réjouissais de tous les rendez-vous que je vais avoir aujourd'hui, et notamment ce soir avec des personnes que j'ai accompagnées pendant 1 an, des demandeurs d'emploi, que je revois 1 an après, et voilà, donc c'était un très joli moment. C'est une première recette qu'on peut prendre. Alors, autre recette avec vous, Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Sylvia. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous avez aussi écrit un bouquin, c'est comme ça que je vous ai découvert, et ça s'appelle « Le goût des autres ». Mes recettes de manager aux éditions Bréal. Et dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas cuisinier. Hein. Non. C'est pas vraiment ça. Mon père était cuisinier. Ah oui, voilà, et on va y revenir. Vous êtes aussi le directeur marketing et communication du groupe Foncia. Ça, c'est dans la vraie vie, entre guillemets. Donc Foncia, c'est l'immobilier. Vous avez dirigé des cabinets d'élus locaux et de parlementaires pendant 15 ans. Vous avez ensuite dirigé des services de com dans des entreprises de secteurs très très divers. J'ai vu intérim, pétrole, pharmacie, restauration collective, voilà. Vous êtes allé dans l'entreprise où votre père, en fait, avait été cuisinier. Où lui-même avait été cuisinier, voilà, effectivement. C'est la boucle. Et maintenant, l'immobilier. Et donc, même question pour vous que celle que je posais à Marielle. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux ce matin ? Alors moi, ce qui m'a rendu heureux ce matin, c'est pas de me lever tôt. Ça marche pas avec moi. Mais ce qui m'a rendu heureux ce matin, c'est de me dire qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est la fête des entreprises, c'est la journée de J'aime ma boîte. Ah oui, et c'est une journée où on peut parler positivement de l'entreprise au lieu de faire du business bashing. On peut dire des choses positives et utiles sur la vraie vie de l'entreprise. Oui, ça fait du bien dans laquelle tout n'est pas rose, mais aussi dans laquelle il y a beaucoup de choses. Et c'est quand même là où on passe la plus grande partie de nos journées pour ceux qui travaillent en entreprise, pour ceux qui travaillent, parce que ceux qui ne travaillent pas, ils aimeraient bien avoir du boulot. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion aussi de promouvoir l'entreprise et tous ses aspects positifs. Ouais. Et à commencer en venant chez vous aujourd'hui. Voilà, super. Pourquoi je vous ai choisi vous ? Parce qu'en fait, vous avez un franc-parler. J'ai trouvé que dans votre livre,
vous disiez, en fait, vous donniez la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément au sein de l'entreprise. Donc vous êtes à la fois acteur et observateur, et ça me semble très intéressant pour justement aborder la question de la météo mentale des gens au boulot, pas seulement du bonheur, hein, pas spécifiquement. Voilà, ça m'a semblé intéressant. À propos de bonheur, je voulais aussi prévenir ceux qui se posent la question, hein, que effectivement plusieurs livres ont lancé le débat, un débat de société, hein, autour de cette notion de bonheur. La plupart dénoncent un business autour de cette notion. Du coup, ça rend le bonheur assez oppressant, hein, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est une injonction. Et alors, je voulais savoir, question préalable, est-ce que ça vous choque, vous, qu'une entreprise s'occupe du bonheur de ses salariés ? Frédéric ? Moi, je vois pas le rapport entre le bonheur et l'entreprise. C'est pas la vocation de l'entreprise de rendre les gens heureux. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous permettent d'être heureux. En revanche, le rôle de l'entreprise, c'est de faire en sorte que les collaborateurs et les collaboratrices qui passent des heures nombreuses dans l'entreprise le passent dans les meilleures conditions, avec le confort professionnel qui est nécessaire, avec la confiance, avec l'attention. Donc l'entreprise peut travailler sur les conditions de travail, et c'est bien ce qu'on lui demande. Mais elle le doit, doit. Mais par exemple, la mode qui me semble déjà un peu dépassée, du Chief Happiness Officer, enfin, j'ai jamais vraiment compris, ça voudrait dire presque que l'entreprise reconnaîtrait qu'elle crée du malheur, donc il faut qu'elle compense en créant du bonheur. Non, l'entreprise, elle crée de l'activité, et puis elle doit permettre à tous ceux qui participent à cette activité de le faire dans les meilleures conditions. Marielle ? Moi, je partage complètement les propos de Frédéric. Après, moi, je parle plutôt d'épanouissement, c'est-à-dire que l'entreprise, pour moi, aller travailler... normalement, on devrait se sentir à sa place aussi au travail. On devrait effectivement travailler dans des bonnes conditions. Mais moi, voilà, c'est ma vision des choses, c'est ma façon d'appréhender le travail. Je fais moins de séparation entre le pro et le perso. Et je pense qu'on est heureux globalement quand justement on peut se réaliser professionnellement dans des bonnes conditions en étant à sa place, en produisant du sens pour soi et pour la société. Et donc effectivement... Et le rôle de l'entreprise, c'est de favoriser ça, c'est de permettre aux gens d'être à leur place et d'évoluer aussi et de s'épanouir en évoluant au fil sans dépasser leur carrière. Sans dépasser son rôle. Oui, bien sûr, parce que le bonheur, effectivement, il y a toute une part d'intime dans tout ça, mais je préfère parler d'épanouissement et de déploiement et de développement personnel et professionnel. Plutôt que le bonheur, qui est effectivement un raccourci, mais qui est une notion. Et qui peut être très gadget aussi. Oui, très gadget aussi. Et masquer aussi d'autres choses moins sympas en disant, regardez, on vous a nommé un chef du bonheur, donc vous allez voir, fatalement, vous devez être heureux. Masquer des difficultés complètement, qu'on préfère ignorer. Du coup, on crée une sorte de halo, petite chose artificielle à côté. Alors, avant qu'on continue ce débat et qu'on prenne les questions des internautes, je vous propose de voir les principaux résultats du baromètre IFOP Cadre Emploi, donc qui a été lancé, qu'on a intitulé Au bonheur des cadres, avec un petit peu d'humour évidemment. Les résultats sont commentés par Élodie Franco Dacruz, qui est notre responsable des études chez Cadre Emploi. On va regarder et on commentera les premiers résultats. En ce moment, les cadres sont dans un état d'esprit plutôt positif. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats de ce baromètre Cadre Emploi. 78% des cadres interrogés se déclarent globalement satisfaits de leur situation professionnelle. Et en parallèle, nous avons également 68% de cadres qui déclarent aimer leur travail. Ces résultats sont néanmoins à nuancer avec leur niveau de motivation. Les résultats sont plutôt contradictoires. Alors que 8 cadres sur 10 se disent satisfaits de leur situation professionnelle, le niveau de motivation stagne pour plus de la moitié des cadres interrogés et il diminue même pour 31% d'entre eux. Bien sûr, plusieurs facteurs influencent ce niveau de motivation. Nous avons en premier lieu le sexe, qui est important à prendre en compte, puisque 39% des femmes déclarent que leur motivation est en baisse versus 27% chez les hommes. Nous avons ensuite l'âge, qui influence le niveau de motivation. 18% des 18-34 ans déclarent que leur motivation est en hausse, tandis que 30% des 50 ans et plus déclarent que leur motivation est en baisse. Enfin, il y a également le fait d'aimer son travail ou pas qui rentre en compte. C'est donc très logiquement que 64% des cadres qui n'aiment pas leur travail déclarent que leur motivation décroît. Donc voilà, on l'a entendu, satisfait, mais un peu moins motivés, les cadres. Est-ce que ces résultats vous étonnent ? Première question, Marielle. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ?
Vous ressentez quelque chose, enfin cette étude reflète quelque chose que vous-même vous avez ressenti? Alors après, moi je questionnais la notion de satisfaction. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par satisfaction? Donc ça semble assez ouvert et large. Très ouvert. On leur a vraiment posé la question comme ça. Êtes-vous satisfait de votre situation professionnelle? Voilà. Donc après, aujourd'hui, dans le moment qu'on vit, dans la crise de l'emploi qu'on connaît, la satisfaction, elle peut aussi s'apparenter beaucoup à la satisfaction, justement comme le disait Frédéric, d'avoir un job déjà, de pouvoir se lever le matin et aller travailler. Donc alors, ça serait chez intéressant. Les cadres, c'est assez particulier parce que bon, 3,5% de chômage, donc c'est pas le chômage général. Donc mais malgré tout, on a quand même, on vit avec cette cette conscience-là que c'est une chance d'avoir du travail. Hein. Donc même si chez eux, c'est plutôt plus facile entre guillemets que pour les autres. Ouais. Et après, ce qui ne m'étonne pas enfin, je vais plutôt m'intéresser à la démotivation, la motivation qui a chuté. Effectivement, moi, ce que je perçois quand j'accompagne les gens, que ce soit en entreprise ou en individuel, c'est à quel point il y a un décalage entre ce que la société, le monde du travail, l'entreprise leur propose aujourd'hui et leur motivation. Et je le perçois aussi chez les jeunes qui sont en train de faire des études à l'école, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la vision, les aspirations qu'ils ont à s'épanouir, à donner du sens, à contribuer à apporter aussi quelque chose à la société, et ce que l'entreprise propose qui est encore, à mon sens, mais ça c'est vraiment un sentiment personnel, très ancien monde. Ancien monde. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous trouvez effectivement que les gens que vous côtoyez au quotidien sont en décalage par rapport à une société qui serait en train d'arriver, et l'entreprise, ça ne correspond pas à cette réalité? Alors déjà peut-être quand on parle entre la différence entre les jeunes et puis ceux qui sont vraiment dans le monde du travail depuis longtemps, peut-être qu'effectivement les jeunes ont un certain fantasme ou se projettent que sur le trait positif de ce qu'ils imaginent être leur futur job, et quand on est confronté à la réalité, évidemment c'est pas exactement la même chose, puisqu'il n'y a pas que le positif. Maintenant je suis assez étonné de voir qu'il y ait ce gap entre la motivation et le sentiment de satisfaction. 78% de satisfaits et 31% qui nous disent que leur motivation est en baisse. Oui, je trouve ça assez étonnant, mais ce que je peux remarquer au quotidien, et depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a une forme d'épuisement. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus engagés, se sentent de plus en plus responsables, et en parallèle, il y a une forme d'épuisement qui vient un petit peu ruiner la motivation. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment. Et un épuisement, je dirais plutôt moral d'ailleurs que physique. En tout cas, moi je travaille dans des métiers où c'est vraiment c'est pas le physique qui nous fatigue, c'est vraiment l'occupation du cerveau. Ouais. Et quand on voit Comment vous l'expliquez ça du coup? C'est quoi? C'est une espèce de surcharge mentale? Probablement une surcharge mentale, mais aussi les choses sont de plus en plus traitées de façon négative. Quand vous regardez les informations à la télé, on ne vous parle que de choses négatives. Tout est toujours négatif. Vous sentez quand même dans la rue toujours un peu plus d'agressivité de la part des gens. Parfois vous sentez en insécurité. C'est très français, oui, parce que moi qui connais bien l'Asie par exemple, on n'a absolument pas ce sentiment en Asie. Et à mon avis, ils ont bien d'autres difficultés aussi, parce que ce sont des bourreaux de travail. Mais voilà, j'ai le sentiment que c'est une pression globale de la société qui a aussi un impact probablement sur la motivation ou la démotivation au travail. Je prends une question de Saber. Bonjour Saber, merci pour votre question. Que pensez-vous de cette recette? Former implique responsabiliser, implique laisser faire. C'est ma recette de création d'un bon cadre de travail. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Former, responsabiliser, laisser faire? Je pense qu'il faut donner de l'initiative aux gens. Alors après, ça se mesure en fonction de leur capacité à faire leur boulot. Mais oui, souvent on peut demander c'est quoi un bon cadre? Bien, un bon cadre, c'est celui ou celle qui va avoir la capacité de déléguer, c'est-à-dire d'accepter que le travail ne va pas être fait comme lui ou elle l'aurait fait, mais à l'inverse, qui va permettre à une personne qui travaille dans l'équipe de s'épanouir en réalisant le travail en toute responsabilité. Alors, je reviens à l'étude. Élodie le rappelait tout à l'heure. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, en fait, sur la baisse de la motivation. 39% des femmes versus 27% des hommes déclarent que leur motivation est en baisse. Vous comprenez ça? Pourquoi? Moi, je pense que Marielle? je comprends. Ouais. Je pense que les femmes, vous parliez de surcharge mentale. Une femme, j'en suis une, et je sais ce que c'est que malheureusement, on est encore dans une société où la femme doit
porter beaucoup plus de choses dans l'organisation de la vie quotidienne. C'est comme ça, hein, parce que les études le prouvent aussi. Et on travaille. Et donc, on a 3 vies en une. Ouais. Et je constate quand même autour de moi vraiment que voilà, la plupart des hommes encore, je ne veux pas faire de généralité, mais peuvent se consacrer à leur travail, même chez les cadres. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est encore moins bien reconnus professionnellement que les hommes. Donc, on produit beaucoup à la maison pour s'occuper de nos enfants, gérer la vie. Les 3e journées. Bon, on est moins payé que les hommes, on est moins reconnu aussi que les hommes. Ça fait beaucoup. Oui, donc c'est cette charge mentale. Je vais un petit peu plus vite sur les résultats. On va passer aux motifs d'insatisfaction qui peuvent nous intéresser. On écoute à nouveau Élodie Franco-Dacruz sur les résultats de l'étude. Les principales sources d'insatisfaction des cadres sont essentiellement liées à leur vie familiale et sociale, mais également à leur santé. 30% des cadres déclarent ne pas passer assez de temps avec leur famille ni leurs amis, et 32% des cadres déclarent même que leur charge de travail les oblige à tirer sur leur santé. Les résultats de ce baromètre confirment une tendance des cadres à privilégier de plus en plus des éléments liés au bien-être. Leur qualité de vie prime donc aujourd'hui sur leur carrière. Il n'est donc pas surprenant que 45% des cadres associent leur travail à un bon équilibre vie pro-vie perso et 30% à l'épanouissement. À mi-chemin entre la qualité de vie et la réussite professionnelle, 39% des cadres mettent également en avant l'importance de la rémunération. Cette tendance des cadres à privilégier leur bien-être plutôt que leur carrière peut d'ailleurs être un facteur explicatif de la motivation qui stagne pour 56% des cadres. Puisqu'en effet, tant que leur vie professionnelle n'impacte pas leur qualité de vie, les cadres s'estiment satisfaits. Voilà, tant que la charge de travail n'impacte pas leur vie personnelle, c'est bien ce qu'on se disait tout à l'heure, le cadre est satisfait. Mais il y a quand même, on l'a vu, 30% de cadres, en gros, dans l'étude, qui disent manquer de temps pour leur famille et leurs amis et qui nous disent qu'ils tirent sur leur santé. Alors, qu'est-ce que ça révèle, selon vous, chez ces 30% de cadres ? Mais justement, qu'il y a de moins en moins de clivage entre le personnel et le professionnel. Ce que vous disiez tout à l'heure. Et de plus en plus chez les jeunes générations, mais d'une manière générale. Et aussi parce que tout dans la façon de travailler a totalement changé. Il y a des études qui montrent comment se morceler la vie d'une personne entre les temps de travail et les temps de repos, enfin personnel. Aujourd'hui, tout est morcelé avec les smartphones, etc. Donc tout change. Ça, je vous fais réagir dans 2 secondes là-dessus. Je voulais juste avoir aussi le retour de Frédéric. Je partage complètement l'avis de Marielle, qui aussi tout à l'heure a partagé sa notion de crainte de perdre son emploi. C'est quand même quelque chose qui est très présent dans l'esprit des cadres, même s'il y a peu de chômage chez les cadres. Il y a celui qui est en poste, il a quand même toujours la crainte de cette perte d'emploi, et donc c'est ce surengagement parfois qui est peut-être exagéré, mais qui est toujours animé par ce besoin de toujours mieux servir, être plus responsable, toujours mieux délivrer, parce qu'il y a derrière cette crainte. Et on manque de temps du coup pour. Et du coup, on manque de temps parce que c'est le reste de ces activités humaines. C'est le boulot en premier et la famille et malheureusement la santé après. D'accord. Alors Marielle, justement, j'en viens finalement pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui pourrait rendre heureux les cadres, ou du moins épanouis et satisfaits ? Vous, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce que vous développez en général, c'est que vous dites le truc qui pourrait nous rendre bien, c'est qu'on ne nous morcelle pas. Ce que vous commencez à dire, on ne nous morcelle pas. Essayez de nous expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est plutôt qu'on soit pris en compte dans sa globalité, dans toute la personne qu'on est, dans notre complétude. On n'est pas une fiche de poste, voilà, y compris et puis surtout parce que moi je vois des gens qui sont, chacun d'entre nous est une pépite. Mais une pépite dans l'entreprise qui est souvent non identifiée, non révélée. On est une pépite brute, on ne regarde pas toutes les facettes qu'on a, tous les possibles, toutes les cordes à notre arc qu'on a et qu'on pourrait apporter à l'entreprise et qui a une valeur ajoutée si on la prenait en compte pour nous, parce qu'on se sentirait vraiment pris de manière considéré dans notre ensemble. Et en plus, ça pourrait apporter quelque chose de totalement bénéfique en termes de talent à l'entreprise. Ouais. Frédéric, vous avez déjà vu des organisations comme ça qui justement tiennent compte de toutes les facettes d'un individu et qui les valorisent, quoi ?
En fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que dans l'organisation, vous avez des organisations. Donc, dans la même entreprise, d'un département à l'autre, d'une direction à l'autre, les choses ne vont pas exactement être organisées de la même façon. Ça va énormément dépendre du manager. Donc, de répondre de façon globale, non, je ne peux pas vous répondre, oui, j'ai déjà vu ça, non. Ok. Vous parlez, par exemple, parmi les recettes qu'on peut donner, vous parlez de savoir choisir son patron. Mais vous êtes sérieux? On choisit son... C'est possible de choisir son patron? Souvent, quand on postule, on ne sait pas qui est vraiment ce patron, quoi. On ne sait pas comment il travaille, du moins. On ne sait pas comment il travaille, mais par contre, quand on a travaillé avec des gens, on sait comment ils travaillent et peut-être qu'on peut décider, choisir ou influer pour pouvoir ensuite les accompagner dans la suite de leur vie professionnelle. Mais oui, je suis sérieux. Je suis bien conscient que vous n'êtes pas le seul. Je suis bien conscient que c'est une situation idéale et que tout n'est pas idéal dans la vie de l'entreprise, mais que quand justement on a, et donc peut-être que c'est une chance même, mais une chance ça se travaille. Et quand on a la chance d'avoir travaillé avec des gens qui sont formidables, avec lesquels on a pu s'épanouir, avec lesquels on a pu faire un très bon travail, et ben c'est peut-être bien d'anticiper, de communiquer, de le dire, si tu pars demain ou si tu changes de poste, moi j'aimerais continuer à travailler avec toi, parce que si on le fait pas, peut-être que la personne ne va pas le deviner, ne va pas l'imaginer. Ouais, il faut le dire, il faut l'exprimer. Et ce travail-là peut permettre éventuellement à des équipes de suivre, de se reconstituer, et c'est ce que j'appelle choisir son patron. Choisir son patron. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ça dans votre bouquin, je vous renvoie justement au livre. Intervention de Nicolas, et on avait Jérémy avant aussi. Alors, un cadre heureux, c'est un cadre qui peut concilier boulot intéressant, intérêt du travail, salaire motivant, et vie de famille. Sauf que maintenant, beaucoup d'entreprises prennent des cadres pour ne pas être coincés par les 35 heures. Ah oui. Donc beaucoup d'entreprises prennent des cadres pour ne pas être coincés, nomment plutôt des gens cadres pour ne pas être coincés par les 35 heures. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Ah oui, c'est vrai. C'est probablement vrai, mais je ne pense pas qu'il n'y ait que les cadres qui fassent plus de 35 heures, donc les cadres assurément, mais je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices qui ne sont peut-être pas cadres et qui de toute façon ont un tel engagement ou une telle envie de réussir qui de toute façon dépasse largement les 35 heures. Okay. Mais peut-être parce qu'elles trouvent du sens dans leur boulot, peut-être parce qu'il y a un engagement, parce que peut-être ils ou elles sont satisfaits du travail qu'ils font, peut-être aussi parce qu'il y a une pression qui les oblige. Encore une fois, rien n'est toujours tout rose ou tout bleu. Ouais. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait que les cadres qui fassent plus de 35 heures dans la vie d'aujourd'hui. Donc en tous les cas, les horaires sont effectivement une vraie source d'insatisfaction pour les cadres. Alors, est-ce qu'on a une question de Jérémy? La question de Jérémy, Jérémy nous parlait de bienveillance, de fausse bienveillance. Il nous disait, finalement, la fausse bienveillance, est-ce que c'est vraiment d'actualité? Bon, je ne comprends pas trop votre question, Jérémy. Je vais essayer de la reformuler. Ça rejoint un peu la question que vous avez posée sur l'injonction du bonheur au travail. Ouais, c'est ça. Fausse bienveillance est-elle vraiment d'actualité? Vous voulez dire, la fausse bienveillance est-elle un outil beaucoup utilisé dans les entreprises, c'est ça? Est-ce que finalement on parle beaucoup de bienveillance comme l'argument du bonheur au travail. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, alors la réponse c'est oui, la bienveillance, tous les managers ont ça, donc ça à la bouche. Je voudrais que vous n'allez pas me démentir. Je ne vous démentis pas, mais sauf qu'il ne faut pas l'avoir à la bouche, il faut être bienveillant. Donc c'est pas la peine d'en parler, il faut juste le prouver par des actes. Et donc effectivement, la fausse bienveillante, je dirais que c'est juste puant, parce que c'est juste mentir et tromper les gens. Ouais. Mais les gens ne sont pas dupes. Donc, je vous avais dit qu'il avait un franc-parler, mais c'est vrai. Oui, non, mais il ne faut pas se moquer des gens. Voilà, c'est ça. Quand on se demande qu'est-ce qui peut rendre un cadre heureux, c'est pas un baby-foot, c'est pas des haribots à l'accueil, comme je dis toujours, mais c'est de bosser réellement sur les conditions de travail et notamment la maturité du management. Exactement. Et que l'entreprise incarne justement ses valeurs, incarne des manières de travailler justement bienveillantes et incarne aussi le fait d'avoir le désir d'accompagner ses collaborateurs dans leur épanouissement professionnel / personnel, parce que c'est pas on voit bien que c'est plus aussi simple. Mais en même temps, s'il y a des bonbons à l'accueil, c'est bien aussi. Oui, mais ça ne suffit pas. Mais voilà, ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. Jérémy nous repose une question concernant la vie privée et vie pro. Nous savons qu'un employeur utilise de plus en plus le forfait jour pour tirer sur les heures et l'humain. Pardon, c'est pas une question, c'est une réflexion. Donc en fait, il abondait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. N'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des questions. On va notamment aborder la notion de liberté. Est-ce que le fait de se sentir libre dans son travail, c'est vous, Marielle, qui en parlez, est-ce que ça peut rendre plus heureux? Quand je dis libre, j'aimerais bien qu'on définisse aussi ce que c'est. C'est-à-dire, c'est de l'autonomie.
c'est un sentiment de liberté, ça naît comment chez un cadre, d'après vous? Alors pour moi, il y a un préalable. Ce sont des différents ingrédients, mais dans ces ingrédients, il y a effectivement le fait de se sentir pris en compte globalement. Il y a le fait de pouvoir être sûr qu'on va pouvoir évoluer, c'est-à-dire qu'on ne va pas être coincé justement dans un poste et finir par s'ennuyer parce qu'on sait très bien que l'ennui concourt à la démotivation et concourt au manque de créativité, d'innovation, etc. Et la liberté est une des composantes dans le sens d'autonomie. Voilà, pour moi, dans le sens de responsabilité et finalement d'engagement qu'on prend par rapport à son job, à sa mission. Et cette liberté-là, si ça passe par le fait de pouvoir rester chez soi un matin parce qu'on a un enfant malade et de travailler, de faire du télétravail, plutôt que d'avoir l'obligation de courir après une babysitter en dernière minute pour garder son enfant et de se mettre en stress, d'aller travailler en stress. Voilà, c'est des choses basiques, mais malheureusement, ça n'est pas encore toujours le cas dans l'entreprise. Sentiment de liberté, oui. Frédéric, sur la liberté, je dirais aussi la liberté de parole. C'est est-ce que je suis suffisamment en confiance, autant avec ma hiérarchie qu'avec mes collaborateurs, pour pouvoir avoir une liberté de parole, leur donner une liberté de parole, enfin, qu'ils aient vraiment une liberté de parole et qui va faciliter les échanges et qui ne va pas enterrer ou aggraver des problèmes parce qu'on a des doutes ou on n'est pas certain de pouvoir vraiment partager un ressenti, une remarque. Ça ne veut pas dire mettre sur la place publique des difficultés, mais si on n'est pas capable au sein d'une équipe d'échanger en toute transparence, déjà ça ne permet pas la confiance, ça va très compliquer la suite du travail. Est-ce que le problème n'est pas aussi que parfois la promesse employeur, vous savez, les belles images qu'on nous donne d'une entreprise, donc la marque employeur comme on dit, ne correspond pas du tout à ce que le salarié retrouve une fois qu'il est en interne? Est-ce que ce décalage, c'est pas l'essentiel du problème en ce moment? Alors, première chose, je ne suis plus à l'aise avec la notion de marque employeur. C'est pour ça que je préfère qu'on parle de communication employeur, parce qu'il y a une seule marque dans l'entreprise. Il n'y a pas une marque interne, une marque employeur. Petite parenthèse, mais c'est utile de partager. L'image que l'employeur renvoie. Mais pour ce qui est de cette communication employeur, et donc on peut renvoyer à l'extérieur, d'abord aujourd'hui il y a une transpiration totale de toutes les communications, donc on ne peut pas s'adresser à une cible sans que les autres cibles aient connaissance de ces communications, donc c'est pas possible de raconter des histoires. Et un de mes principes en communication, c'est de dire qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas se mentir, parce que si déjà on se trompe soi-même, on va avoir du mal ensuite à partager des vraies informations. En revanche, on n'est pas obligé de tout dire. Mais on ne peut pas présenter une vision idéale de l'entreprise pour essayer de recruter des talents qui vont, une fois arrivés dans l'entreprise, se rendre compte que la situation est tout à fait différente. Et en faisant ça, en plus, on crée un malaise avec l'interne, puisque l'interne se rend bien compte que l'entreprise ment en prétendant être ce qu'elle n'est pas. Donc en fait, c'est perdant-perdant. Une mauvaise communication employeur, c'est perdant-perdant, parce qu'on va recruter des gens qui ne vont pas être gagnants dans leur job. Ceux qui sont dans l'entreprise ont bien le sentiment qu'on se fout du reste de la population. Et du coup, l'entreprise, elle n'a quand même qu'un intérêt, c'est d'avoir les meilleurs collaborateurs, les meilleurs talents pour avancer le mieux possible. Donc, mauvaise communication employeur, mensonge, zéro. Une dernière question de Gilles Bredard qui nous dit « Avant les années 2000, on parlait d'une seconde famille au travail où l'esprit d'équipe régnait. Et aujourd'hui, c'est différent, Gilles, c'est ça que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous en pensez, Marielle? Avant les années 2000, on parlait d'une seconde famille au travail. On parlait de l'entreprise comme une famille. Oui, mais il y avait des séries télé d'ailleurs qui reflétaient tellement la relation. Enfin, voilà, ce que je déplore, moi, c'est que les entreprises, le monde du travail, les institutions ne voient pas à quel point la relation qu'on a au travail est en train d'évoluer. Mais de manière naturelle, en fait, c'est une évolution. Voilà, il y a moult facteurs qui concourent à ça. Une évolution qui porte. C'est-à-dire, pour résumer, c'est une évolution qui porte à la fois sur le pro, mais qui impacte le perso. Complètement. Et pour répondre à la question précédente, pour moi, c'est finalement, on est à un moment où les salariés, les collaborateurs demandent à ce qu'il y ait une congruence entre l'alignement qu'ils ont et ce à quoi ils aspirent pour eux, pour leur épanouissement, et que ce soit aussi que l'entreprise aussi s'aligne sur ces valeurs et que tout ça soit cohérent et soit qu'ils ne soient pas les seuls à devoir faire des efforts. C'est-à-dire que l'entreprise aussi, elle a ce devoir, une responsabilité d'être alignée sur ses valeurs, sur ce qu'elle propose, sur sa manière de manager, sur sa vision, etc., ce à quoi elle contribue dans le monde. Et on voit bien que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus aller dans des entreprises qui non seulement ne font pas de sens, ne produisent pas de sens, mais qui en plus
contribuent au mauvais sens du monde. Il nous reste 1 minute, donc Frédéric, vous allez adorer cette question de Cécile qui nous dit, selon vous, le manager idéal, il serait comment ? Vous avez 1 minute. 1 minute, je dirais que le manager idéal, d'abord, il doit savoir faire preuve d'empathie. Et c'est probablement une dimension personnelle dont on devrait beaucoup plus tenir compte dans les recrutements. En principe, quand on recrute un cadre, la connaissance technique ou professionnelle, elle est supposée acquise. Donc c'est plutôt la dimension personnelle, ce qu'on appelle les soft skills qui sont importantes. C'est difficile quand même de recruter des cadres empathiques. Mais recruter, c'est l'exercice le plus difficile dans l'entreprise, je pense. Et manager un manager empathique, c'est pas contradictoire ? Non, être empathique, ça ne veut pas dire être émotif ou dirigé par l'affect. Ça veut dire avoir le goût des autres, sans vouloir faire de pub. Non, mais voilà, ça veut dire s'intéresser à l'autre, être capable de se mettre à la place de l'autre, comprendre son rythme, comprendre sa façon de penser, de travailler, et puis de l'associer au reste de l'équipe pour faire fonctionner une équipe. L'entreprise n'est pas une démocratie, c'est ce que vous écrivez aussi. Donc, respecter l'autre dans son besoin de liberté, son besoin d'expression. Enfin, à un moment donné, on est quand même en entreprise. Donc, j'ai un discours très rétro là-dessus. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas donner trop d'illusions à l'individu ? Je suis persuadé du contraire. Oui, l'entreprise n'est pas une démocratie, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un responsable, et ce responsable, il a pour mission de décider, mais décider avec son équipe, en ayant entendu l'équipe, en ayant entendu les arguments, en ayant travaillé ensemble. Après, il y a une responsabilité à prendre. Le pire des managers, c'est celui qui ne sait pas décider. Pour moi, il est inapte au management. Mais donc, les deux choses ne sont pas liées. On peut écouter les autres, considérer ses collaborateurs, utiliser, se servir de toutes leurs valeurs, et puis à la fin, prendre une décision. Ça n'a rien d'incompatible et ce n'est pas une démocratie, mais ce n'est pas pour autant une dictature. Et savoir décider, c'est effectivement un skill, enfin un soft skill. C'est une qualité indispensable d'un manager. C'est plus qu'un soft skill, d'un manager. Ce sera le dernier mot. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marielle ? Donc on a bien retenu des conseils que vous pouvez nous donner sur comment rendre un cadre heureux. Bon, c'est un vaste débat, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus tenir compte de l'entièreté d'un individu. C'est ça, il a plusieurs facettes et c'est pas parce qu'il est dans une entreprise qu'on doit considérer que ses compétences, par exemple. Et puis surtout, on évolue, dans la vie, on change tout le temps. Qui aimerait aller tous les ans en vacances au même endroit, manger tous les jours les mêmes aliments, voir toujours le même ami, etc. Et dans l'entreprise, malheureusement, dans le monde du travail, parfois, on ne mesure pas que... Moi, je vois des gens très heureux dans leur job, mais pour autant, ils aimeraient être plus inspirés, plus nourris, avoir des poches de respiration, pouvoir à un moment faire un peu autre chose ou un peu autrement, sortir de l'entreprise, aller dans des espaces de coworking pour... voilà, donc c'est normal. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. On a besoin de cultiver notre curiosité, on a besoin de sortir de la routine, on a besoin de sortir du stress si on veut produire des neurones actifs tous les jours. Donc c'est juste extrêmement logique. Et la solution, c'est soit effectivement de devenir slasher, pourquoi pas comme vous, mais aussi, ou alors de changer de job. Enfin, à un moment donné, rester 15 ans au même poste, c'est compliqué. Ou de le faire évoluer. J'étais au Canada, le gouvernement canadien a mis en place un projet absolument génial pour les fonctionnaires parce qu'ils n'arrivent plus à recruter de fonctionnaires parce que c'est le plein emploi là-bas. Et ils proposent aux fonctionnaires de devenir, s'ils le souhaitent, des agents libres et de se passer de mission en mission, de changer tous les 6 mois, 1 an, 18 mois. On les interroge et on leur demande quelles sont tes compétences, quelles sont tes envies du moment. Et voilà les postes disponibles dans l'administration. C'est pour de vrai, ça, Marielle. C'est pour de vrai et c'est le gouvernement canadien qui l'a mis en place, qui le teste depuis 2 ans. Donc c'est possible. On l'attend en France. Voilà. On fera une émission spéciale. Soyons inventifs, soyons créatifs, sortons justement de cette foutue fiche de poste qui ne marche plus et carrière telle qu'on l'imagine, où on monte des échelons. C'est pas ça une carrière. Nous avons eu 2 rebelles sur le plateau. Merci infiniment de votre présence, Marielle Barbe, Frédéric Fougera. Merci infiniment. Vous retrouvez toutes les références des livres sur le site Cadre Emploi. Merci également aux équipes de Cadre Emploi qui nous ont aidés à préparer cette émission. Jim Toulik, Claire, Bastien, Élodie, Jean-Alexis Amaury, Camille et Céline. À très bientôt.